Merci Daniel pour l'introduction. Merci aux organisateurs de m'avoir invité. Je vais essayer de vous montrer comment une façon, parmi d'autres, dont aujourd'hui on fait de la recherche en sciences sociales sur des pratiques ordinaires. Des pratiques ordinaires, donc des pratiques du quotidien, qui ne sont pas apparues avec l'évolution numérique, mais qui sont dorénavant interfacées par des outils numériques de plus en plus, et essayer de comprendre comment justement cet interfaçage numérique influence ces pratiques. Donc des pratiques du quotidien. Alors j'ai un petit peu changé le titre en fait, donc vous voyez que le mot différence socio-spatiale a disparu du titre, donc je suis désolé d'être déceptif. En fait, je ne vais pas tellement répondre à la question que mon collègue m'a gentiment laissée tout à l'heure. Donc voilà, mais je vais plus essayer de vous montrer comment est-ce qu'on travaille sur essayer de mesurer et de comprendre des pratiques ordinaires, en l'occurrence une qui est l'écoute de musique enregistrée. En régime numérique. Voilà, donc le travail que je présente aujourd'hui, je suis le seul je suis tout seul à tenir ce micro, mais je ne sais pas pourquoi c'est... Ok. Mais en fait, c'est un travail collectif avec tout un tas de gens, et le plus gros du travail que je vais présenter aujourd'hui, je l'ai fait avec un collègue qui s'appelle Marc Barthélémy. Voilà, il y a aussi de tous ces gens-là. Alors, je vais vous parler en fait de streaming musical. Alors juste un petit sondage sur le pouce comme ça. Est-ce que parmi vous, certains ont un compte, sont abonnés d'une plateforme de streaming, que ce soit Spotify ou Deezer? Est-ce que vous pouvez lever la main si c'est le cas? En fait, c'est quand même pas négligeable, c'est à peu près la moitié de la salle. Donc je pense que ça va être assez expressif. Donc aujourd'hui, l'écoute de musique en streaming, via la souscription payante, alors, toutes les offres sont à peu près équivalentes, vous payez à peu près 10 € par mois, et une fois que vous avez payé 10 € par mois, vous avez un accès illimité à un catalogue de 40 millions de titres. Alors, pour l'anecdote, j'ai fait le calcul, donc 40 millions de titres, si vous vouliez écouter chacun de ces titres, il vous faudrait 3 vies. Il faudrait à peu près 250 ans, passer à ne faire que ça. C'est-à-dire que voilà, il faudrait... et ça, c'est si on écoutait une fois et une seule chacun de ces morceaux-là. Donc pour 10 € par mois, vous rentrez dans des univers comme ça, des archives digitales de taille pratiquement infinie. Enfin, je dis pratiquement au sens pratique du terme, elles sont infinies, hein, puisque vous n'aurez pas le temps de toute façon de les explorer intégralement. Et donc vous rentrez dans un univers d'hyper choix. Alors le streaming musical aujourd'hui en France, donc les statistiques sont pas toutes récentes, mais en 2016 on savait qu'il y avait à peu près 3 millions de résidents français, donc à peu près 4% de la population qui souscrivaient un abonnement payant à une telle plateforme de streaming. Il y a à peu près 50% des Français qui déclarent streamer régulièrement du contenu audio. Alors ça inclut aussi, ça inclut tout ce qui est écoute de musique sur Internet, y compris par la radio, par exemple, sur Internet, y compris par YouTube, etc. Donc ça, c'est une statistique plus récente qui date d'un rapport du syndicat principal de l'industrie du disque de cette année. Et puis, donc ça, je vais dire quelque chose que probablement la plupart d'entre vous savez, mais en fait, à chaque fois que vous utilisez un service numérique individualisé, c'est-à-dire que vous avez un compte auquel vous vous connectez à chaque fois que vous utilisez ce service, à chaque fois que vous cliquez sur Play, eh bien en fait il y a une ligne qui s'écrit dans un fichier quelque part sur un ordinateur de la compagnie qui vous fournit ce service et qui qui enregistre dans la base de données toutes les informations possibles et inimaginables qui peuvent être intéressantes pour elle. Alors dans le cas de la musique, ça va être voilà, à telle heure, tel jour, vous avez joué tel morceau de tel artiste, c'est issu de tel album, c'est tel genre de musique. Vous avez écouté le morceau en entier ou vous l'avez skippé avant la fin, votre adresse IP à ce moment-là c'était telle adresse, vous étiez sur votre téléphone portable ou bien vous étiez sur votre ordinateur personnel, vous l'avez lu parce que vous l'avez d'abord cherché sur notre plateforme ou bien vous l'avez lu parce qu'on vous l'a recommandé, etc. Donc tout ce que je peux, tout ce que la plateforme peut savoir, il y a de bonnes chances de penser qu'elle va le loguer, qu'elle va l'enregistrer. Pour faire tout un tas d'usages après, mon collègue en a mentionné certains, moi je vais en mentionner d'autres, qui est vraiment analyser la façon dont les gens se comportent quand ils écoutent de la musique. Alors, le gros de ce que je vais raconter dans les 10 minutes qui viennent, si ça vous intéresse suffisamment pour que vous ayez envie de le creuser un peu plus, on l'a écrit dans un article que vous trouverez librement accessible sur Internet,
un article qui est en anglais, malheureusement. D'ailleurs, je m'excuse parce que la plupart de mes diapositives sont en anglais. Je les ai réutilisées d'une autre présentation que j'ai faite. Et cet article en question, il s'appelle Headphones on the Wire, et vous le trouverez à l'URL qui est là. Je ne sais pas si les supports seront mis à disposition, les diapos. Voilà, donc voilà, si ça vous... Bon, de toute façon, c'est filmé, donc vous pourrez... Voilà. Voilà, alors... Comment est-ce qu'on s'intéresse en tant que scientifique, quand on s'intéresse à comment les gens se comportent sur ces plateformes-là, il y a plusieurs façons de collecter des données, et je crois que Jean-François en mentionnera certaines, peut-être ou pas, je ne sais pas, dans sa présentation tout à l'heure. Je ne sais pas si tu as prévu de parler de Twitter ou de... Pas du tout. Bon, alors, pardon, je retire ce que j'ai dit, mais une façon de faire, c'est de travailler directement en partenariat avec ces entreprises-là, et moi, en l'occurrence, le travail que je présente là, c'est un partenariat avec l'entreprise Deezer. Donc, je ne sais pas si parmi vous, certains ont un compte chez Deezer. Oui, non. Peut-être que c'est vous que j'analyse en fait dans cette présentation. Alors, qu'est-ce que c'est en fait ces données dont je vais vous présenter quelques résultats d'analyse? C'est les streams, donc l'information que je viens de vous décrire, l'information complète à chaque fois que vous cliquez sur Play. C'est les streams de 10 000 utilisateurs dont en fait on ne sait pas grand-chose, si ce n'est qu'ils habitent en France métropolitaine et qu'on a leur stream complet pendant 6 mois. En 2013, donc tous leurs historiques d'écoute, à chaque fois qu'ils ont écouté un morceau, on l'a. Et dans ce que je vais vous présenter par la suite, là, on s'est concentré sur un sous-ensemble de ces personnes-là, dont on peut faire l'hypothèse raisonnable que la plateforme de streaming, parce qu'ils l'écoutent, ils l'utilisent quasi quotidiennement, c'est une source principale d'écoute de musique pour eux. Okay, donc on s'est concentré sur à peu près 5000 utilisateurs et leur pratique d'écoute pendant 100 jours. Alors, quelque chose que je voudrais dire ici, c'est que souvent, il y a tout un tas d'études qui sont faites à partir de données du web, comme ça, et puis il y a des raccourcis dont on oublie très vite en fait, de les préciser. Notamment, en fait, il y a souvent l'hypothèse implicite de l'exhaustivité ou bien du fait que la pratique telle qu'on l'aperçoit dans les données, les traces que les gens laissent sur le web, serait représentative de la population dans son ensemble. Or là, par exemple, dans le cas de l'écoute de musique, la population des auditeurs sur Deezer, par exemple, n'est pas du tout statistiquement à l'image de la population française dans son ensemble. Il y a beaucoup plus d'hommes, par exemple, que de femmes sur Deezer. Il y a à peu près 62% d'hommes, alors que dans la population française, c'est plus de l'ordre de 50%. Et l'âge moyen et la pyramide des âges n'est pas représentative de la population française, évidemment. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces données-là? Bon, alors là, je vais vraiment juste vous donner 2-3 exemples très rapides. Donc, je vais aller très vite là-dessus. Je ne suis pas sûr que ça vous intéresse beaucoup, mais en gros, quand on parle de big data, ou de données du web enregistrées, qu'est-ce que c'est exactement? C'est des fichiers. Donc là, je vous ai donné un petit exemple. Donc vous voyez en haut, là, il y a quelque chose d'un petit peu bestial, pas très agréable à regarder, mais un fichier qui s'appelle streams. Et donc chaque ligne, vous voyez qu'elle a la même forme. Et en particulier, là, j'en ai mis une en surbrillance qui vous dit, voilà, TS pour timestamp à cette heure-ci. L'utilisateur dont l'identifiant est celui-là, il a écouté la chanson dont cet identifiant est celui-là pendant tant de temps. Et puis j'ai aussi toutes les informations sur cette chanson, qu'est-ce que c'est la chanson qui est enregistrée par tel artiste, qui est issue de tel album, etc. etc. Bon, c'est les genres de musique associés, c'est tel genre et tout. Et les utilisateurs, ce que je sais d'eux, finalement je sais quasiment rien, je sais juste ce qu'ils ont déclaré au moment où ils ont créé leur compte, à savoir si c'est des hommes ou des femmes, et l'âge qu'ils ont déclaré, mais après tout, ils ont pu mentir, on n'en sait rien. C'est encore une liberté qui nous reste quand on crée ce genre de compte. Voilà. Alors, ça c'est je vais passer assez vite là-dessus. Je pense que j'ai mis des figures qui sont en fait des illustrations que vous retrouverez dans l'article si vous voulez y jeter un œil, mais ça illustre ce qu'on a appelé des dimensions de l'écoute. Ce qui est intéressant avec ce genre d'écoute, c'est que comme vous avez beaucoup de personnes et que vous avez des données très complètes, vous pouvez étudier ce qu'on ne pouvait absolument pas faire quand on enquêtait les pratiques comme l'écoute de musique par exemple avec des données de questionnaires ou des entretiens. Vous pouvez mesurer de façon très précise la façon dont les auditeurs se distribuent sur tout un tas d'échelles qui sont caractéristiques un peu de l'écoute musicale. Par exemple, une de ces échelles, c'est la quantité de musique que vous écoutez. Donc, par exemple, la figure B,
ici. Donc vous voyez une espèce de tableau avec des petites cases qui sont plus ou moins colorées intensément en vert ou pas. L'axe horizontal, l'axe des XP, c'est le nombre total de plays que vous avez fait. Donc plus vous avez joué de morceaux sur la plateforme, plus vous allez être sur la droite de la figure. Et puis l'axe vertical en Y, ce qui s'appelle S sur P. Alors P, je vous ai dit, c'est votre nombre total de plays, c'est le nombre de morceaux que vous avez joués. Et puis S, ça va être le nombre de morceaux différents que vous avez joués. Okay, donc S, le nombre de morceaux différents que vous avez joués, c'est forcément plus petit que P, parce qu'il y a des morceaux que vous avez joués plusieurs fois. Et en fait, cette mesure de S sur P, c'est une espèce de grandeur qui est comprise entre 0 et 1, qui est une espèce de grandeur qui vous dit combien vous êtes quelqu'un qui avait tendance à répéter un grand nombre de fois les titres que vous écoutez, ou au contraire, qui est quelqu'un qui est plutôt explorateur et qui écoute beaucoup de choses différentes un petit nombre de fois. Et donc, sur cette échelle-là, par exemple, vous pouvez cartographier votre population et voir comment les gens se distribuent, par exemple, sur ces deux échelles caractéristiques de l'écoute. Et donc, l'intensité de vert est proportionnelle au nombre de gens qui ont ces valeurs-là. Et donc, ce que vous voyez, par exemple, sur cette figure-là, qui est intéressant à relever, c'est qu'en fait, vous voyez qu'il n'y a personne en haut, par exemple. Il y a des espèces de valeurs seuil au-delà duquel on ne trouve personne. C'est-à-dire qu'en fait, en particulier, il n'y a pas de, sur ces plateformes-là, on n'observe pas de comportement de purs explorateurs, de gens qui seraient à avoir des démarches extrêmement, je ne sais pas, d'autonomisation, d'un comportement un peu vertueux, de je veux découvrir le plus grand nombre de choses possibles, etc. En fait, chez tout le monde, y compris chez les gens qui utilisent beaucoup ces plateformes-là, il y a beaucoup de répétitions, par exemple. Donc pourquoi c'est intéressant de faire c'est pas complètement... c'est pas très surprenant comme constat en fait, mais le fait de le mesurer et ce genre de mesure, ça permet aussi de questionner un peu peut-être des intuitions qu'on aurait un peu naïves, qui seraient associées à ces univers d'hyperchoix. On se dirait, ben voilà, il suffit qu'en fait on ait accès à des grandes archives où il y a une infinité possible de contenu pour que spontanément on se mette à explorer en tous sens et à être très autonome. Alors d'autres résultats, par exemple, que je trouve intéressant, c'est que par exemple cette quantité S sur P qui vous dit combien vous êtes répétitif ou au contraire combien vous explorez, vous pouvez par exemple essayer de la relier à l'âge des auditeurs. Et donc par exemple regardez si les plus jeunes ont tendance à être plus répétitifs que les plus vieux, ou s'il y a une espèce d'effet de l'âge, etc. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de fluctuations statistiques. C'est la figure C en bas à gauche qui vous donne la valeur de ce taux d'exploration versus en fonction de l'âge. Et vous voyez qu'en fait, plus les gens sont jeunes, en général, plus ils ont tendance à écouter de façon un peu répéter les mêmes choses, mais on le comprend très bien parce que les musiques plutôt écoutées par les jeunes sont aussi celles qui se prêtent le plus à des tubes, et donc à l'écoute répétée d'un petit nombre de morceaux. Et puis deux autres figures A et D que je ne détaille pas trop, mais en gros, qui vous disent que l'écoute sur ces plateformes-là, par exemple, n'est pas du tout une écoute centrée album, c'est-à-dire qu'en fait les gens écoutent extrêmement peu les albums qui sont les objets de création musicale qui font sens accord dans la production musicale. Les albums sont très peu écoutés en entier sur ces plateformes-là. L'objet qui fait sens sur ces plateformes-là, c'est la playlist. Et puis un autre résultat intéressant, par exemple, c'est que vous soyez quelqu'un qui écoute beaucoup, moyennement ou peu de musique, la façon dont vous alternez votre attention entre les différents morceaux que vous écoutez, quels que soient ces morceaux, la façon dont vous, si vous voulez, vous balancez votre nombre d'écoutes entre les différents morceaux que vous écoutez, elle est complètement indépendante du fait que vous soyez un petit ou un gros auditeur, si vous voulez. Et elle est relativement commune d'une personne à l'autre. Voilà. Donc ça, c'est juste quelques exemples que je voulais souligner du genre d'analyse en fait, qu'on peut faire à partir de données issues de traces numériques issues de l'usage de ces plateformes-là. Et c'est typiquement une connaissance un peu, si vous voulez, à l'échelon individuel qu'on n'avait pas en fait avec les dispositifs d'enquête sur ces pratiques-là, qui encore une fois après existaient au numérique, mais qu'on n'avait pas avec les outils de mesure qu'on avait auparavant. Voilà. Alors, il me reste combien de temps? 5 minutes à peu près? Okay. Alors par exemple, voilà, on peut faire tout un tas de choses avec ces données-là. Je vous ai dit que par exemple, on savait par exemple les genres de musique écoutée, donc vous pouvez par exemple vous amuser à faire des paquets d'auditeurs, des paquets par exemple de fans. Alors pour comment vous faites ça? Pour chaque auditeur, vous regardez sur son historique d'écoute le genre qu'il a le plus écouté.
Okay. Puis bah, vous dites, bah voilà, si ce qu'il a écouté le plus c'est du jazz, bah, c'est un fan de jazz. Et puis s'il a écouté le genre qu'il a écouté le plus, c'est un fan de classique, etc. Et puis vous pouvez grouper les gens en fonction du genre dont ils sont fans, qu'ils préfèrent. Et puis vous pouvez par exemple reporter ces paquets-là sur cet axe-là. Donc là, la taille du rond est proportionnelle au nombre de personnes qui sont fans de ce genre-là. Donc vous voyez qu'en fait, bah, les genres les plus populaires, c'est sans surprise la pop, le hip-hop, vient ensuite l'électro, la dance, etc. Et puis, vous pouvez par exemple colorier les ronds en fonction de l'âge moyen de leurs auditeurs. Donc, vous retrouvez des choses qu'on savait hein, par ailleurs, à savoir que les auditeurs, les fans de jazz et classique sont par exemple sur ces plateformes-là significativement beaucoup plus vieux que les fans de rap, par exemple. Mais vous pouvez aussi cartographier ces groupes-là, par exemple, dans des espaces que je décrivais juste avant. Par exemple, cette métrique du S sur P. Donc votre taux d'exploration, bah combien les gens, par exemple, les fans d'un genre, ont tendance à explorer quand ils sont au sein de leur genre versus quand ils vont vers d'autres choses. Et donc par exemple, quelque chose qui est assez remarquable, c'est que globalement, les gens ont tendance à plus explorer, à être plus dans la découverte quand ils sortent de leur genre préféré. En fait, quand on reste dans son genre préféré, bah, on est plus à écouter souvent, un grand nombre de fois, les morceaux qu'on préfère, ce qui contribue aussi à en faire notre genre préféré. C'est pour ça que c'est notre genre qui est préféré, c'est parce qu'on l'écoute un grand nombre de fois. En l'occurrence, on écoute un grand nombre de fois les choses qu'on préfère au sein de ce genre. Voilà. Et puis, bon, alors là, je multiplie les exemples un peu mathématiques, mais un autre exercice mathématique amusant que vous pouvez faire, par exemple, vous pouvez vous poser des problèmes et y répondre par la mesure, comme par exemple, bah voilà, j'ai compté tout à l'heure, donc on est à peu près 30 dans cette salle, et puis je peux me poser un problème qui est théorique, qui est, je suis un DJ, et puis je veux passer une playlist et je veux satisfaire tout le monde. Alors ici, satisfaire, c'est en fait, je veux passer une playlist où il y aura au moins un titre que vous aimez, chacun d'entre vous. Alors ici, le sens d'aimer, forcément, je vais en prendre une définition approchée, je vais considérer que vous aimez un morceau si vous l'avez vous-même joué au cours des derniers mois. Okay. Donc le problème devient, sachant que j'ai 30 personnes face à moi, c'est quoi le nombre minimum de morceaux qu'il faut que je passe, de façon à ce que tout le monde en entende un qu'il a au moins écouté lui-même. Okay. Et ça, c'est le genre de problème, en fait, donc on peut appeler ça le problème du DJ de mariage. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si vous avez déjà passé de la musique à des mariages, mais c'est typiquement le genre de problème auquel vous faites face. Vous avez face à vous des gens dont vous ne savez rien, vous voulez un peu les faire danser, puis il faut mettre de la musique pour contenter tout le monde, etc. Donc voilà. Et puis, ce genre de choses, on peut... les données numériques permettent de le mesurer. Et en fait, il y a des régularités mathématiques là-dedans. Et donc, par exemple, ce nombre de morceaux dont je vous parlais, je peux vous dire comment il se comporte mathématiquement en fonction de la taille du nombre de personnes que j'ai face à moi. Et en fait, il va dépendre de ce que je m'autorise en tant que DJ. Donc si je suis un DJ généraliste qui accepte de passer de tout, je sais, par la mesure, sur les données, que ce nombre, il va varier comme racine du nombre de personnes que j'ai face à moi. Donc si on est 30 dans cette pièce, en fait, ça veut dire que voilà, 6 morceaux, normalement, devraient me suffire pour que tout le monde en entende un qu'il a lui-même joué ces derniers mois. Si maintenant on est 100, il va falloir 10 morceaux. Si on est 1000, il me faudra à peu près 30 morceaux, etc. Donc voilà. Donc c'est le genre de problème que vous pouvez, en tant que scientifique, auquel vous pouvez vous intéresser quand vous avez ce genre de données. Voilà. Quelque chose à pas oublier, je l'ai dit, c'est qu'en fait, sur ces plateformes-là, c'est pas toute la population qui y est. Hein. Par exemple, donc là, j'ai listé quelques statistiques issues de travaux d'autres collègues qui n'est pas de moi. Par exemple, j'ai repris l'exemple de Twitter. Il y a plein de choses qui se font. Je ne sais pas si vous écoutez ça, mais par exemple, de plus en plus maintenant, on entend des études de dynamique d'opinion faites à partir de relevés sur Twitter ou des prévisions électorales à partir de captation d'opinion sur Twitter. Bon, par exemple, donc ça, c'est des extraits de travaux de collègues anglophones. La population des gens qui sont sur Twitter à Londres, par exemple, la pyramide des âges est extrêmement différente de celle de la population londonienne dans son ensemble. Aux États-Unis, si vous vous intéressez par exemple à où vivent les gens qui tweetent, là vous avez une carte aux États-Unis en bleu où vous voyez les différents counties et le code couleur correspond à la surreprésentation ou à la sous-représentation par rapport à la population du nombre de gens qui sont sur Twitter. Donc vous voyez que par exemple le centre des États-Unis est globalement relativement absent de Twitter par rapport aux populations qui vivent sur les côtes, etc. Donc vous avez tout un tas de biais dans ces données-là. Et donc voilà, je vais finir avec ça. Je voudrais dire, donc,
deux choses. Je voudrais finir en fait avec présenter très succinctement une recherche qui est un espèce de front de la recherche pour essayer de comprendre les pratiques numériques aujourd'hui. Et donc c'est un projet qu'on mène avec des collègues du CNRS, de Sciences Po et donc de Deezer, qui part d'un constat qui est de dire si on s'intéresse aux pratiques uniquement en regardant les traces qui résultent de ce que les gens font sur Internet, on a une vision biaisée, pour les raisons que je viens de vous expliquer. Voilà, en particulier, on ne sait rien ou presque des gens qui produisent ces traces-là. Dans le cas de Deezer, on ne sait pas, je ne savais pas qui étaient ces auditeurs, etc. On ne sait pas comment mesurer l'influence du contexte de la pratique. Ce que vous mesurez, c'est uniquement en fait quelque chose d'assez sec comme information. Vous ne savez pas dans quel contexte elle a été produite, en particulier quelles étaient les intentions des gens derrière. Et puis, par exemple, dans le cas de la musique, vous ne savez pas quand est-ce que les personnes n'écoutent pas. Peut-être que en fait, c'est la playlist, c'est le compte peut-être d'un bar, par exemple, ou peut-être que la personne a laissé tourner la musique et qu'elle n'est pas là à écouter, etc. Et en même temps, si vous vous basez uniquement sur des enquêtes, et que vous récoltez uniquement de l'information en demandant aux gens ce qu'ils font, eh bien, à ce moment-là, vous pouvez aussi avoir d'autres erreurs parce qu'on sait qu'il y a des écarts entre les pratiques que les gens déclarent, pour tout un tas de raisons, et ce qu'ils font véritablement. Et donc, je finis là-dessus, mais en gros, comment est-ce qu'on peut réconcilier tenter de réconcilier le meilleur des deux mondes? Dans le cas de la musique enregistrée, comment est-ce qu'on fait ça? On fait une enquête où, on a des auditeurs, donc en l'occurrence des éditeurs de Deezer qui écoutent sur tout un tas de supports, etc. Et puis ces auditeurs-là, ils écoutent tout un tas de musique au fur et à mesure du temps, de différents genres. On a leurs historiques d'écoute, et ces gens-là, donc ils sont très nombreux, c'est plusieurs millions d'abonnés Deezer en France métropolitaine aujourd'hui. On va leur envoyer une grande enquête par questionnaire, comme la sociologie, par exemple, des pratiques culturelles sait le faire depuis des décennies. Et quand on envoie une grande enquête par mail comme ça, on sait qu'il y a très peu de gens qui répondent, c'est à peu près de l'ordre de 1 à 2% des réponses, mais comme vous avez une très grande population qui répond, vous avez quand même de la chance d'avoir quelques dizaines de milliers de réponses. Et là où c'est innovant, c'est que vous pouvez comparer les résultats des questionnaires, ce que les gens déclarent faire, et les goûts qu'ils déclarent, ce qu'ils estiment être important à mentionner, à mettre en avant quand ils répondent à une telle enquête. Vous pouvez le comparer avec ce que vous voyez dans leurs historiques de pratique. Et ça, c'est quelque chose, cette confrontation-là de deux sources d'information, ce qui fait sens en fait aux individus de déclarer lors de l'enquête et puis ce qu'ils font réellement sur la plateforme, cette comparaison-là, c'est quelque chose qui est extrêmement porteuse de sens à plein de niveaux, et surtout ça peut vous servir à ensuite mener des entretiens d'un nouveau type, puisqu'en fait on va qualifier un peu pompeusement de augmentés pour dire qu'ils sont augmentés par la donnée et qui vont vous permettre de structurer la recherche sur, non pas en demandant aux gens ce qu'ils font ou ce qu'ils aiment, mais sur essayer de comprendre les écarts qu'il peut y avoir entre la façon dont les gens se présentent spontanément sur une pratique ordinaire et puis ce qu'on peut voir de leur comportement avec ces données-là. Voilà. Donc je m'arrête là, je vous remercie de m'avoir écouté. Encore une fois, j'espère que je n'étais pas trop hors sujet, mais voilà.